Marianne Courteau. Elle va présenter une communication qui s'intitule « Enseigner et prendre en compte la pluralité linguistique et culturelle dans les supérieurs. Retour sur des entretiens menés avec des enseignants-chercheurs. » Merci. Oui. Merci. Alors, je vais dans cette communication présenter quelques pistes de réflexion pour l'élaboration de contenus de formation pour une éducation plurilingue et interculturelle, avec notamment une visée de prise en compte de la diversité qui constitue une partie des principes fondateurs du certificat d'accréditation commun envisagé par Néolaya. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui porte sur les représentations d'enseignants-chercheurs en matière de diversité linguistique et culturelle, représentations sur lesquelles il serait possible de s'appuyer pour élaborer des contenus de formation pour la formation des enseignants. Alors la réflexion présentée, elle s'appuie sur une recherche exploratoire menée avec Véronique Castellotti, ici présente, auprès d'enseignants-chercheurs en sciences humaines de l'Université de Tours. Alors, un préalable pour la suite du propos est de préciser ce qui est entendu ici par prise en compte de la diversité linguistique et culturelle, tant cet objectif et les orientations ad hoc peuvent donner lieu à des interprétations diverses, voire contradictoires. Je vous propose ici deux orientations pour la prise en compte des formes de diversité. D'un côté, ce que j'appelle unification linguistique, épistémologique et didactique, qui consiste à proposer un modèle unique pour faciliter la mise en œuvre de l'apprentissage de normes de communication et d'enseignement-apprentissage, donc ce que l'on peut constater notamment dans les situations d'anglicisation des formations, d'autant plus quand les sources des contenus de cours sont issues de mêmes aires culturelles, et d'un autre côté, ce que j'appelle prise en compte forte de la diversité linguistique et culturelle, à l'instar d'Emmanuel Huvert et de Véronique Castellotti, et qui consiste à réfléchir aux manières de poser la diversité comme fondement des usages linguistiques, de recherche, de formation. On imagine dans ce cas pouvoir mobiliser différentes langues, des sources de recherche, des contenus et des formats académiques qui proviennent d'aires et d'histoires culturelles diversifiées. Donc l'option sur laquelle nous nous sommes appuyés pour envisager la problématique diversitaire dans la recherche présentée aujourd'hui est la seconde. Alors, voici nos deux principaux questionnements pour réfléchir à l'internationalisation de l'enseignement supérieur et à la formation des enseignants dans une perspective plurielle. D'abord, comment les enseignants-chercheurs rencontrés se représentent-ils la diversité présente dans les formations universitaires du point de vue de leur discipline et des étudiants présents? Et comment voient-ils ou pas la place des langues là-dedans? Deuxième questionnement, quelles propositions pour penser autrement ces questions de politique linguistique et formative, en particulier en intégrant ce type de réflexion dans les modules de formation du supérieur? Alors, pour susciter les échanges avec les enseignants rencontrés, nous leur avons fait part de ces questionnements et de suggestions d'activités à réaliser dans les cours que nous avons appelées provisoirement des séquences ou des approches appropriatives plurielles. Alors ici, le pluriel d'approche appropriative plurielle renvoie à une conception pédagogique qui mobilise des sources et des supports diversifiés sur les plans linguistiques, conceptuels, épistémologiques. Alors, pour ce faire, nous avons mené des entretiens avec 5 enseignants-chercheurs de l'Université de Tours, NB, enseignante-chercheur en sociologie, anthropologie, OL en géographie, monde méditerranéen, spécialité urbanisme et citadinité, RM en psychologie, avec comme spécialité psychologie du travail et psychologie interculturelle, UK en histoire, qui elle a été formée en Allemagne et en Autriche, mais donc qui enseigne en France, et HB en sociologie, formée à la sociologie américaine. Donc j'évoquerai ici deux grandes thématiques que nous avons identifiées. D'abord, l'existence d'une tension entre diversité, pluralité et homogénéité norme, et dans un second temps, la place et le rôle des dimensions linguistiques et discursives dans les enseignements et les apprentissages.
Alors, les enseignants rencontrés déclarent tous avoir conscience de l'existence d'une diversité et d'une pluralité des publics d'étudiants, certes, mais aussi méthodologiques, conceptuels, des courants de pensée sur les plans de la recherche et de la pédagogie. Les enseignants qu'on a rencontrés étaient tous sensibles aux questions de diversité et aux enjeux historiques et politiques de ce que l'on nomme circulation des savoirs, mais dans les pratiques d'enseignement, ces questions demeurent à la marge et ne sont jamais ou très rarement mobilisées en profondeur. Par exemple, UCA dit avoir conscience de la dimension historique nationale, qu'elle qualifie de nationale, présente dans toute forme de conceptualisation, de construction des disciplines, mais elle nous dit que ce n'est pas pour autant que c'est travaillé en cours. Donc, ces situations évoquées touchent au fond à des notions telles que situation des savoirs, décolonisation des savoirs, réflexivité, historicisation. Et ces démarches, alors diverses en leur fondement épistémologique et en elles-mêmes, ont ceci de commun, et c'est ce qui nous semble intéressant, c'est qu'elles visent à resituer et à mettre en perspective la diversité dans l'élaboration des savoirs. Donc, il nous semble qu'elles peuvent constituer des outils de réflexion pour la formation des enseignants et des étudiants et ou pour l'élaboration d'approches fondées sur une pluralité d'approches conceptuelles dans chaque discipline. Concernant la prise en compte des parcours antérieurs, une tension apparaît chez les enseignants entre, pour eux, l'importance de la reconnaissance des parcours antérieurs des étudiants avec différentes formes de prise en compte éventuelles et le fait que les mêmes enseignants reconnaissent avec recul que, je cite, le propos d'un enseignant-chercheur, que les bons étudiants sont ceux qui pensent comme nous. Et il signale la nécessaire adaptation de ces étudiants à des usages académiques attendus, mais souvent qui demeurent implicites. Certains enseignants réfléchissent à la manière dont les notions circulent, se transforment, sont appropriées et réappropriées à partir des pratiques sur les terrains professionnels pour lesquels ils forment les étudiants, et aussi dans la constitution et dans l'évolution des champs disciplinaires. Par exemple, l'enseignant-chercheur de géographie nous dit, je cite, « Concernant la diversité linguistique pour réfléchir à vos questions, alors là, il y a un truc en plus. Par exemple, les termes projet, développement n'ont pas d'équivalent et cela témoigne d'une forme de domination. Mais la façon dont ces mots sont intégrés, retournés, témoigne de rapports de force à travers la mise en œuvre de l'action publique et de la fabrication urbaine. » Donc lui, les spécialistes en urbanisme, citadinité. Il nous dit que tout ça, c'est que des questions de pouvoir, de contre-pouvoir. Alors, ce qui nous amène à parler de la place et du rôle des dimensions linguistiques et discursives. Les enseignants n'abordent que rarement cet aspect de façon spontanée. Les dimensions linguistiques sont le plus souvent, dans un premier temps au moins, considérées comme un véhicule, un moyen, mais peu comme quelque chose qui colore les concepts et affecte l'élaboration des connaissances. Par ailleurs, toutes et tous considèrent la présence de l'anglais comme une forme d'évidence. Par exemple, une enseignante-chercheur d'anthropologie nous dit que... de sociologie, nous dit que c'est vraiment l'anglais, je cite, même si on s'appuie sur des chercheurs d'autres pays européens, ça va être en anglais. Après, on peut avoir des choses en espagnol sur certains sujets. Par exemple, on a un cours sur des formes d'engagement, on peut avoir des travaux sur les indignés en espagnol, mais on ne va pas les faire lire en espagnol. En anglais, mais pas en espagnol. Mais cette évidence n'est pas approfondie, donc l'anglais devient une forme d'impensé. Il n'y a presque pas de réflexion sur la façon dont les contenus académiques, originellement anglophones, prioritairement nord-américains, peuvent être reçus dans d'autres environnements académiques. Il n'y a pas de réflexion non plus sur ce que l'anglais fait au savoir, au concept venant d'autres langues, sur les façons dont potentiellement il peut les transformer. Ces questions peuvent se poser, bien sûr, de la même manière pour le français. Je crois que ça a été évoqué hier.
Voilà, donc on revient à notre première constatation, c'est-à-dire que si la langue est un véhicule, elle a peu d'importance, elle est considérée comme neutre, et ce qui importe souvent, c'est sa maîtrise technique. Plusieurs des collègues rencontrés abordent la question sous l'angle des difficultés linguistiques des étudiants étrangers, y compris de certains étudiants dits francophones. Alors, malgré cela, certains sont quand même conscients de l'importance du linguistique. Par exemple, une enseignante d'anthropologie évoque des manières de nommer ou pas les choses selon les langues, et elle parle notamment au sujet, par exemple, des relations interethniques. Elle nous parle de l'importation du terme anglophone pour penser ces questions qui étaient en tout cas masquées en France. Un autre aspect abordé par les enseignants, c'est la question de la langue comme instrument de domination. Par exemple, lorsque un enseignant-chercheur de psychologie évoque notamment les psychologies venues du Sud comme alternative au regard sur la connaissance de l'être humain, versus Beauvoir, par exemple, dans ce qu'il appelle le mainstream américain. Et il nous dit que, je cite, « Cela a son importance, car celui qui dit la parole impose son modèle et que l'Europe devrait poser des alternatives, car on peut avoir des regards différents. » Il y a aussi une réticence parfois à l'emploi d'autres langues, avec l'idée qu'il est difficile de faire lire, de faire travailler les étudiants dans d'autres langues, quand, en tant qu'enseignant, on ne connaît pas les langues en question, et que donc on a une impossibilité à connaître et à maîtriser le contenu étudié. Donc ce genre de posture, qui est de l'ordre du contrôle, nous fait interroger en fait quel pourrait être le rôle d'un enseignant qui ne maîtrise pas ou seulement imparfaitement un contenu, mais dont les connaissances théoriques permettent de questionner un étudiant, par exemple autour de sa lecture et de son interprétation d'un texte, de l'aiguiller dans sa réflexion, dans l'élaboration de connaissances sur un concept donné. Et donc là, il a aussi été évoqué hier, on peut renvoyer à la figure du maître ignorant. Alors, il y a aussi la question de la qualité de l'anglais des étudiants et des enseignants-chercheurs qui n'est pas toujours posée. Pourtant, il semble qu'elle ait son importance. Et puis, quand même, il est important de signaler que plusieurs enseignants rencontrés sont prêts à essayer des choses dans la mesure quand même de leur charge. Et certains l'ont déjà fait partiellement. L'enseignant-chercheur de géographie nous dit que, je cite, « Pour reprendre les notions de projet ou de développement, ce serait intéressant de demander aux étudiants comment ça se traduit dans leur langue, ce que ça veut dire pour eux, et même aux Français, on pourrait poser cette question, et voir ce que ça raconte. » Donc, tout cela, il nous semble, réinterroge la question de l'internationalisation des universités, dont on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une forme de transnationalisation qui s'organise finalement autour d'une dialectique qui associe imaginaires nationaux et circulation, et que nous envisageons au prisme d'une historicisation de rapports de pouvoir complexes, donc d'une géopolitique. Alors, en conclusion, nous vous soumettons les contours d'une esquisse pour la formation des enseignants et pour des séquences ou des approches appropriatives plurielles. Alors peut-être quelques pistes parmi d'autres. Se rapprocher, par exemple, des travaux sur les enseignements biplurilingues. On fait référence ici à Laurent Gaillot, aux travaux de Laurent Gaillot, et aussi possiblement s'inspirer de la figure du maître ignorant. Faire réaliser aussi, par exemple, des travaux de lecture dans différentes langues, avec des comptes rendus et ou des écrits en français. On a rencontré plusieurs collègues qui étaient très intéressés par cette perspective. Autre proposition, faire mener des travaux de réflexion à partir de traductions de textes avec peut-être des perspectives aussi comparatistes ou contrastives, ou en tout cas des réflexions sur la manière dont s'opère la compréhension.
Accompagner aussi l'élaboration de réflexions sur des manières d'apprendre et d'enseigner à travers des expériences universitaires dans différents pays d'origine. Ça peut être aussi dans le cadre des échanges Erasmus, de cursus binationaux, avec par exemple l'utilisation de journaux de bord. Voilà, il y aurait d'autres propositions, on pourra peut-être en parler plus tard. En tout cas, l'idée, c'est que toutes ces propositions ont en commun de mettre l'accent sur les dimensions réflexives des langues et des cultures dans les processus d'élaboration des connaissances. Merci.